Bienvenue, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très chers inconditionnels de Web Info Télévision, à cette nouvelle production de décryptage sur Web Info Télévision. Vous savez, quotidiennement, Web Info vous plonge, n'est-ce pas, dans l'atmosphère de différentes actualités qui marquent, n'est-ce pas, le paysage politique en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, nous allons revenir sur un fait qui marque le quotidien dans le paysage ou l'arène politique en République démocratique du Congo. Et ce n'est rien d'autre que les sujets concernant la reprise des accords, disons, des pourparlers des Doha, les pourparlers des Doha qui avaient débouché il y a 2 mois par des accords de principe entre le gouvernement congolais et l'AFC M23. Et donc, ces accords-là reprennent, n'est-ce pas, vont reprendre, disons, officiellement à partir de, voilà, dans quelques jours, puisque on apprend que les différentes invitations ont été envoyées aux différentes parties prenantes. Qui dit partie prenante aux accords de Doha ou pour parler des Doha fait allusion à Kinshasa et à l'AFC M23, mesdames et messieurs. Donc, on va devoir parler de ces nouvelles avancées dans le cadre de ces accords-là et savoir comment est-ce qu'on peut, n'est-ce pas, présager la suite des événements. Alors, au-delà de ces accords-là, il y a aussi la question des dialogues entre Congolais qui a été envisagé par différents Congolais, qui a été d'abord demandé par les évêques de la Senko et le rédigé de l'ECC. Après, ce dialogue a été également été demandé par Tshisekedi, cette fois sous les auspices, n'est-ce pas, du président angolais Joao Lourenço. Ce dialogue a également été appuyé par différents cadres de l'opposition, dont notamment la plateforme Sauvons les Congo, créée sous impulsion de Joseph Kabila. Et donc, il y a certes des divergences en ce qui concerne le préalable liées à ces dialogues-là. Autant certains opposants préfèrent plutôt la médiation des évêques, autant les régimes en place soutiennent plutôt la médiation du président angolais Joao Lourenço. Donc, il y a des divergences quant à ces concernant les médiateurs, mais également concernant les lieux où pourraient se tenir ces dialogues-là. Et ces dialogues-là a, n'est-ce pas, suscité la réaction de Corneille Nanga, le patron, n'est-ce pas, de l'AFC M23, qui s'est confié quant à ce, et il s'est plutôt montré non intéressé par le dialogue convoqué par Félix Tshisekedi, qu'il continue de traiter, n'est-ce pas, de versatile, d'inconstant, comme d'ailleurs la plupart des opposants radicaux au président de la République continuent, n'est-ce pas, de le traiter. Alors, il y a toujours cette question des dialogues entre Congolais et Patrick Mouya également en a parlé. Patrick Mouya qui n'a pas dit tout, qui ne s'est pas montré ouvert concernant ces dialogues-là, notamment sur la possibilité de voir Joseph Kabila y participer, par des mots plutôt crus. Patrick Mouyaya a montré que Joseph Kabila ne devrait pas participer à ces dialogues-là entre Congolais, puisqu'étant des connivences avec l'AFC M23. Alors, on va devoir justement parler à long et en large de ces dialogues-là, tout en évoquant un tout petit peu la reprise, n'est-ce pas, tout en évoquant la reprise pour parler des Doha, pour parler des Doha qui ont débouché, je l'ai dit une fois de plus, il y a 2 mois, par des accords de principe, hein, une déclaration de principe entre les deux parties, entre la RDC et, disons, entre Kinshasa et l'AFC M23, lesquels principes devaient normalement guider la suite des événements. Malheureusement, on s'est rendu compte que ces différents principes-là n'ont pas été vraiment, vraiment, vraiment respectés à 100%. Et d'ailleurs, on voit plus le vase à moitié vide que à moitié plein. Alors, de quoi il s'agit exactement concernant la reprise pour parler des Doha? D'ailleurs, notre rédaction y a fait un papier, un texte, un article que nous allons devoir vous dévoiler. L'article publié par notre rédaction de Web Info Télévision concernant la reprise de pourparlers des Doha. C'est quasiment un nouveau round de discussions sous tension à Doha. Alors, de quoi il s'agit? Les médiateurs qataris convoquent de nouveau à Doha les délégations du gouvernement congolais et de l'Alliance Fleuve Congo bar M23 dans l'espoir de relancer un processus de paix presque au point mort. Cette initiative intervient dans un contexte particulièrement tendu
alors que les cessez-le-feu déjà fragiles continuent d'être régulièrement violés sur le terrain. Depuis plusieurs semaines, les affrontements sporadiques et les accusations mutuelles ont sérieusement entamé la confiance entre les deux camps. Kinshasa dénonce la poursuite des offensives rebelles et l'occupation des nouvelles localités, tandis que l'AFC M23 accuse l'armée congolaise et ses alliés de ne pas respecter les engagements pris lors des précédentes négociations. Alors, à Doha, comme j'étais en train de le dire, les deux parties sont en train de s'entre-accuser, hein. Ils sont en train de s'entre-accuser euh, concernant notamment celui qui viole le cessez-le-feu qui a été, n'est-ce pas, promu par les accords de principe, déclaration de principe signés à Doha, convenus à Doha. Et donc, jusqu'à maintenant, les deux parties continuent de s'entre-accuser, raison pour laquelle Doha reconvoque les deux parties. Donc, à Doha, les médiateurs tentent de ramener le parti à un cadre de dialogue structuré axé sur la cessation effective des hostilités, la mise en œuvre des mécanismes de vérification du cessez-le-feu et la relance d'un processus politique crédible. Mais les attentes restent prudentes tant les précédentes tentatives se sont heurtées à des blocages persistants. Sur le terrain, pendant ces temps, au moment où ces pourparlers sont reconvoqués à Doha, sur le terrain, la situation humanitaire demeure préoccupante. Les combats et l'insécurité ont provoqué de nouveaux déplacements de populations, aggravant le besoin en assistance dans l'est de la République démocratique du Congo. Pour de nombreux observateurs, seule une volonté politique forte, accompagnée d'une pression régionale et internationale soutenue, pourra permettre d'aboutir à un accord durable. La rencontre de Doha représente ainsi une nouvelle chance, mais aussi un test décisif pour la crédibilité du processus de paix. Entre espoir, prudence et scepticisme, l'issue des discussions sera scrutée de près tant par la population affectée que par la communauté internationale. Voilà donc où est-ce qu'on en est, très chers abonnés. Je vous ai dit que Doha venait une fois de plus de reconvoquer les délégations de Kinshasa et de l'AFC M23. D'ailleurs, l'article produit par notre rédaction a été explicite quant à ça. Donc, après les rounds précédents qui ont accouché plutôt d'une souris, qui n'ont pas accouché d'une cessation des hostilités, voici le deuxième round qui se passera toujours à Doha entre l'AFC M23 et Kinshasa. Alors, le M23 voulait, n'est-ce pas, que ces processus-là puissent être relancés, les processus de Doha, puisque c'est lui qui lui met, n'est-ce pas, à la table de négociation directement avec Kinshasa. D'ailleurs, Corneille Nangaa avait été clair là-dessus. Il avait dit que les négociations, toute négociation crédible devrait concerner ceux qui ont pris les armes contre Kinshasa et Kinshasa, c'est-à-dire les M23 et le gouvernement de Kinshasa. Et donc, les M23 y gagnent des causes puisque Doha vient, n'est-ce pas, de reconvoquer les deux parties. On peut dire également que pour différentes plateformes de l'opposition, dont la plateforme Sauvons les Congo, impulsée par Joseph Kabila, c'est aussi une réussite puisque la plateforme Sauvons les Congo également avait recommandé, après avoir été invité au dialogue de Luanda, avait invité, n'est-ce pas, les différentes parties à relancer plutôt les processus de Doha, car c'est le processus à partir duquel, n'est-ce pas, toutes les autres négociations internes devraient suivre. Donc, c'est ça également la position de la plateforme Sauvons les Congo, à laquelle appartient notamment Joseph Kabila et d'autres opposants à Tshisekedi, dont Matata Ponyo et Seth Kikuni et bien d'autres qui sont dissidents au pouvoir en place. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque sur le terrain, sérieusement, on constate que les différents principes sur lesquels s'étaient mis d'accord l'AFCM 23 et Kinshasa ne sont toujours pas respectés. Alors, je vais devoir vous faire part de ces principes, puisque, n'est-ce pas, la plupart des gens ne savent pas exactement de quoi il s'agit. Alors, cet accord s'articule
autour des 8 protocoles, les 8 protocoles d'accord, les 8 protocoles sur lesquels les différentes parties s'étaient mis d'accord. Il y a d'abord le mécanisme de libération des prisonniers signé le 14 septembre 2025. La libération des prisonniers politiques, qui constitue normalement un préalable, n'est-ce pas? Un protocole, le premier protocole sur lequel les différentes parties prenantes, entre autres Kinshasa et l'AFCM 23, s'étaient mis d'accord. Hein. Donc il fallait à tout prix procéder à la libération des prisonniers politiques. Alors l'AFCM 23 les avait comptés autour de 700 venant, n'est-ce pas, de l'AFCM 23. Kinshasa a toujours réfuté ça. Et d'ailleurs, Kinshasa avait dit qu'il procédera plutôt par une libération conditionnelle. Ce qui n'est pas du tout, ce qui ne passe pas du tout côté AFC M23. Donc, c'est les premiers protocoles sur lesquels les différentes parties s'étaient mises d'accord. Et jusqu'à maintenant, on se rend compte que l'effectivité de ces premiers protocoles ici pose problème. Autant, n'est-ce pas, Kinshasa tarde un tout petit peu à libérer les différents prisonniers politiques en raison, n'est-ce pas, du fait que Kinshasa voudrait que ça se passe de manière conditionnelle. Alors, le deuxième protocole, c'était le mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu. Je venais de vous parler des interminables violations des cessez-le-feu. D'ailleurs, c'est le contexte dans lequel cet autre round, n'est-ce pas, de pourparlers des Doha vient d'être convoqué. On se rend compte sur les terrains qu'il y a sporadiquement des accrochages. Alors, deux fois, l'AFCM 23 s'est plaint des bombardements venant des drones des FARDC. Deux fois, on voit également les FARDC se plaindre, n'est-ce pas, des offensives de l'AFC M23. Donc, de ce point de vue-là, il y a également un problème, il y a une ineffectivité. Voilà pourquoi récemment le ministre des Affaires étrangères, disons les ministres des Défenses de pays de la CIRGL avait recommandé qu'il y ait une force nette, n'est-ce pas, de la CIRGL pour aller s'assurer de l'effectivité des cessez-le-feu. Puisque les cessez-le-feu, si on s'en tient aux données sur le terrain, n'est toujours pas respecté comme ça a été voulu par ces protocoles, par ces deuxièmes protocoles, n'est-ce pas, de accords cadres de Doha. Alors, le troisième protocole, c'est l'accès humanitaire et la protection judiciaire. Alors, jusque-là, il y a également beaucoup de mal à acheminer comment dirais-je, à acheminer le bien pouvant, n'est-ce pas, venir en aide aux différentes populations déplacées qui triment dans différents camps de réfugiés. Alors, c'était également ça, un des protocoles sur lesquels les différentes parties s'étaient mises d'accord. Donc, il fallait que l'on ouvre un corridor humanitaire afin d'acheminer des aides aux différentes populations réfugiées. Mais jusqu'à maintenant, on se rend compte, n'est-ce pas, que c'est plutôt difficile, voire impossible de faire ou d'acheminer les différentes aides aux populations qui triment dans des camps de réfugiés. Alors, le quatrième, c'était la restauration de l'autorité de l'État, les réformes et la gouvernance participative nationale. Là aussi, il se pose problème puisqu'il n'y a aucune avancée quant à ce. Certes, les M23 se sont récemment retirés de Ouvira. Oui, d'ailleurs, ils avaient demandé qu'il y ait une force des Nations Unies pour aller, n'est-ce pas, s'interposer et assurer la sécurité de la population locale. Mais on a constaté que après les retraits de l'AFCM 23, c'est plutôt les gouvernements congolais, Kinshasa et le FARDC, bien évidemment, et les alliés, qui s'y sont, n'est-ce pas, rendus. Donc, il y a en quelque sorte beaucoup de problèmes également sur ces quatrièmes protocoles là. Le cinquième, c'était les arrangements sécuritaires intérimaires et le processus de DDR, désarmement, réinsertion. Jusqu'à maintenant, c'est au point mort, il n'y a aucune avancée quant à ces sixième protocoles, l'identité, la citoyenneté,
le retour et la réinstallation des réfugiés et des personnes déplacées. Là aussi, se pose vraiment beaucoup de problèmes puisque les réfugiés qui s'étaient enfouis, n'est-ce pas, à Uvira, qui s'étaient enfouis, pardon, au Burundi, d'autres qui s'étaient enfouis à l'extérieur de la RDC même, craignant de répercussions, sont toujours, n'est-ce pas, en refuge. Jusqu'à maintenant, ils ne sont pas encore revenus aux proportions que voulaient, n'est-ce pas, ces différentes, cet accord cadre signé à Doha. Alors, les septièmes, c'était la relance économique et les services sociaux. Là aussi, ça pose problème. Autant dans presque toutes les zones contrôlées par l'AFCM 23, il n'y a presque plus de banques. Les activités, beaucoup d'activités génératrices, n'est-ce pas, de ressources sont au point mort jusqu'à maintenant. Et donc, c'est difficile que l'on s'assure de la relance économique et les différents services sociaux. Alors, le huitième et dernier de cet accord cadre, le huitième protocole, c'est justement la justice, la vérité et la réconciliation. Alors là, on en est vraiment très, très, très loin au point qu'on se demande quand est-ce que ça arrivera. Voilà donc le huit principes sur lesquels l'AFCM 23 et le gouvernement congolais s'étaient mis d'accord à Doha lors des rounds précédents. Exactement, c'était au mois de novembre, je pense, c'était le 14 ou le 15 novembre 2025. Alors, 2 mois plus tard, on se rend compte que l'effectivité, si on essaie un peu de l'évaluer, c'est peut-être à 2 ou 3%. Puisque rien n'est fait, il n'y a presque plus d'avancée, il n'y a presque pas de fondation, il n'y a presque rien en ce qui concerne cet accord de Doha qui était quasiment au point mort, tel que d'ailleurs l'article produit par notre rédaction l'a souligné. C'était un accord cadre au point mort et aujourd'hui on tente de le revitaliser en convoquant, n'est-ce pas, les délégations venant de Kinshasa et de Goma et de l'AFC M23 venant de Goma et de Bukavu et dans toutes les zones où l'AFC M23 a pris, n'est-ce pas, le contrôle. Donc voilà où on en est et Doha voudrait, n'est-ce pas, faire revenir sur la table une fois de plus Kinshasa et l'AFC M23 avec l'espoir finalement qu'il y aura quelques avancées puisque sur terrain, on a l'impression que l'accord cadre signé en novembre 2025 est aujourd'hui, n'est aujourd'hui qu'une feuille morte qu'une paperasse qui n'est pas respectée, qui n'est pas pratiquée sur les terrains. Et donc, c'est dans ces contextes-là que Doha, n'est-ce pas, reprend plus de 2 mois après la signature, n'est-ce pas, de accords cadres, des différents protocoles, des principes même sur lesquels les parties devraient, n'est-ce pas, baser leurs différents agissements. Alors justement, comme nous sommes en train de parler des accords de Doha, on ne peut pas parler des accords de Doha sans pour autant faire un détour par les dialogues, puisque la plupart des gens, et d'ailleurs la plupart de politiques congolais, on a vu leurs différentes déclarations, on a vu les déclarations de la plateforme Sauvons les Congo qui regroupe plusieurs opposants farouches au président Tshisekedi, on a vu les déclarations notamment des opposants comme Martin Fayoulou, comme Délice Sanga, déclaration même de l'opposition armée l'AFC M23 que vraiment il y a un besoin d'un dialogue entre Congolais à l'intérieur de la RDC. Mais cela n'est possible que, selon les différentes parties, que quand la question entre l'AFC M23 et le gouvernement congolais sera vidée. Et cette question-là ne peut être vidée. Le cadre qui reçoit, disons, qui règle cette question, c'est Doha. Et donc aujourd'hui, il est impossible, il est illusoire de parler, n'est-ce pas, de Doha sans pour autant envisager la question interne liée toujours au dialogue entre Congolais. Justement, le dialogue entre Congolais a attiré, n'est-ce pas, la réaction, a suscité même la réaction de Corneille Nangaa qui s'est montré plutôt dur, qui s'est montré équidistant par rapport à ces dialogue entre Congolais convoqué par Félix Tshisekedi. Puisque pour Corneille Nangaa, Félix Tshisekedi reste très versatile et reste moins fiable parce que il est en train de gagner du temps. C'est ça la conception de Corneille Nangaa. Corneille Nangaa qui s'est livré à la presse, hein,
s'est livré à la presse où il a notamment abordé plusieurs questions. On va devoir demander à la réalisation, n'est-ce pas, de nous montrer un angle intéressant où il était en train de parler de dialogue entre Congolais et la manière dont il s'est montré plutôt équidistant, méfiant vis-à-vis du dialogue convoqué par Félix Tshisekedi. Il a d'ailleurs donné plusieurs raisons, n'est-ce pas, de son équidistance, de sa méfiance, mais également de son refus d'y participer. Vous allez suivre grâce euh, à la réalisation, puis on va revenir après pour essayer un peu de décrypter ces propos qui sont plutôt riches, n'est-ce pas, en éléments. Suivez, puis on revient après. Comment allons-nous nous retrouver là-bas alors qu'il y a des compatriotes qui sont arrêtés? Comment allons-nous nous retrouver pour nous réconcilier alors qu'il y a des milliers de personnalités qui sont envoyées en exil forcé, qui sont enlevées, kidnappées? Vous suivez les cas aujourd'hui des personnalités comme l'ancien président de l'Assemblée nationale, M. Minakou Aubin, M. Chadari, qui était l'un des candidats à l'élection présidentielle en 2018. Ils sont arrêtés comme des nigauds, comme des lapins, et on les traîne, je ne sais pas, mais sans suivre une quelconque. Ce sont là les préalables. On parle d'une quarantaine de généraux. On parle d'une centaine d'officiers supérieurs de l'armée. Arrêtés chaque jour, et ça m'étonne quand même. Est-ce qu'il y a une armée là-bas? On vient vous ramasser chaque jour, et ces généraux, il y en a qui attendent qu'on viendra m'arrêter demain, il est là, il attend. Et personne ne bronche, personne ne bouge. Et ils sont là. Non, ce n'est pas une armée. Je pense que c'est plus que des civils. Alors, tout ça, ce sont des préalables à la négociation sincère. Mais nous savons une chose. M. Tshisekedi veut gagner du temps. Il tient à faire la guerre sans en avoir la force. Alors, à chaque fois qu'il s'allie à une initiative quelconque, c'est plutôt pour essayer de manipuler tous les acteurs, faire semblant de bonne foi, mais pour gagner du temps, s'armer, se réorganiser et commencer des attaques qu'il ne réussit jamais, évidemment, parce que c'est une évidence. L'ARC, l'armée révolutionnaire congolaise, les forces de l'AFC-M23, c'est une armée imbattable. Et n'eût été la volonté permanente de ne pas être belliqueux, vous attendriez parler de nous aujourd'hui, non pas au Vira, non. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, si vous venez de suivre cet élément de la grande interview produite, n'est-ce pas, faite, disons, par Corneille Nangaa, vous comprendrez qu'il y a plusieurs leçons à retenir de cette interview, de cet élément. Il y a d'abord la méfiance vis-à-vis d'un dialogue convoqué par Félix Tshisekedi et le refus catégorique, n'est-ce pas, de Corneille Nangaa de participer ou de faire participer le mouvement dont il est coordonnateur au pourparlers, aux négociations, n'est-ce pas, convoquées par Félix Tshisekedi, simplement parce que si vous avez essayé un peu de suivre attentivement cet élément, le coordonnateur de l'AFC 23 pense que Félix Tshisekedi est en train de jouer avec les temps. Il est en train de jouer à la montre. Il est en train voilà, de manigancer beaucoup de choses afin de se livrer à une manœuvre dilatoire, si il faudrait que l'on utilise les termes et qui est plus en vogue. Il pense non seulement que Tshisekedi est en train de jouer avec les temps, il pense également que Tshisekedi est en train de faire semblant, c'est faisant passer pour quelqu'un qui est envahi de bonne foi, pourtant c'est faux. Donc ça, c'est le premier élément à retenir, n'est-ce pas, de cette intervention voilà, de Corneille Nangaa par rapport aux négociations convoquées par Kinshasa. Il s'est également moqué des forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC. Bon, d'ailleurs, ce n'est pas la première fois, puisque il a toujours dit que les FARDC ne sont pas une armée. Il s'est moqué de FARDC par le simple fait que les FARDC voient régulièrement leurs généraux être arrêtés sans broncher, sans aucune réaction. Et donc, pour ça, il pense que si l'armée congolaise ne parvient pas à réagir
après toutes ces arrestations-là des différents généraux, il y en a 40 qui sont cités, et plus même, selon nos différentes sources, c'est que ce n'est pas vraiment une armée, ce n'est pas une armée capable de riposter à quoi que ce soit. Il s'est également il s'est moqué du dialogue que veut convoquer Félix Tshisekedi sous les auspices, n'est-ce pas, du président angolais Joao Lourenço. La raison est simple, Corneille Nangaa pense que aucun dialogue n'est possible pendant que les différentes personnalités sont politiques de l'opposition, notamment, sont quotidiennement arrêtées et enfermés comme des rats. C'est absolument ce qu'il a dit. Il a fait notamment allusion à quelques cadres du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD, parti cher à Joseph Kabila. Il a fait allusion au secrétaire général Ramazani Shadari, qui était d'ailleurs candidat aux élections de 2018, qui est enfermé on ne sait où. Jusqu'à maintenant, c'est difficile de savoir le localiser. Il y a également Obé Minakou, l'ancien président, n'est-ce pas, de l'Assemblée nationale et ancien, disons, et vice-président du PPRD qui a été aussi récemment cueilli chez lui et on ne sait toujours pas où est-ce qu'il est détenu. Donc, il a fait allusion à un tas d'éléments pour, n'est-ce pas, justifier sa méfiance, son équidistance, je peux utiliser ces mots, ou son refus catégorique de participer à une négociation convoquée par Félix Tshisekedi qu'il traite de versatile et de malhonnête. C'est ce qu'il utilise tous les jours. Voilà donc la position de Corneille Nangaa et de l'AFC 23 par rapport, n'est-ce pas, aux différentes, au dialogue intercongolais que voudrait convoquer Félix Tshisekedi. Alors nous sommes toujours dans ces chapitres-là de dialogue. L'autre finalement qui s'est prononcé par rapport à ça, c'est Patrick Mouyaya qui a de son côté écarter Joseph Kabila de dialogue qui devrait se tenir entre Congolais, puisque pour Patrick Mouyaya, Kabila ne réunit pas tous les critères pour participer à un dialogue entre Congolais, du simple fait que Kabila fait partie de ces personnalités politiques-là qui se font protéger par l'AFC M23 et qui vivent à Goma. Donc pour Patrick Mouyaya, le fait pour Joseph Kabila de se faire sécuriser ou de vivre à Goma ne fait pas de lui un candidat fiable pour le dialogue entre Congolais, dès lors que pour Patrick Mouyaya, pour participer à ces dialogues-là, le préalable serait d'abord de condamner n'est-ce pas, l'AFC M23 et le régime rwandais par rapport à tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Alors, il y a un élément également intéressant de Patrick Mouyaya qu'on va devoir vous proposer grâce à Faustin Mouyoua qui nous réalise. Suivez cet élément de Patrick Mouyaya où il est en train de rejeter catégoriquement, c'est le rejet, il est en train de rejeter catégoriquement la présence de Joseph Kabila au dialogue entre Congolais qui pourrait, si on y met un peu de bonne foi, si on y met un peu de sérieux, se tenir dans quelques jours, dans quelques mois, on ne sait pas encore où, mais qui pourrait se tenir afin de sortir la RDC de la crise. Suivez Patrick Mouyaya, puis on revient après, très chers abonnés. Je vais terminer sur la question du dialogue. Parce qu'on entend parler du dialogue à tout moment. Et certains ont même tendance à dire que le gouvernement ne veut pas du dialogue. Totalement faux. Le président de la République, en février 2025, avait tendu la main. C'est dans cet ordre d'ailleurs qu'il a reçu le docteur Mukwege ou encore l'honorable Martin Fayoulou. Ça veut dire que le président est totalement disposé. Au début de l'initiative de prêtres, je crois que les présidents étaient parmi les premiers à les recevoir. Mais les présidents, en termes des propositions de paix, n'a pas reçu que les propositions de prêtres. Il en a reçu aussi des confessions religieuses. C'est pour ça qu'il les a mis ensemble. Aujourd'hui, il existe une feuille de route adoptée par toutes les parties prenantes pour que nous puissions aller vers la paix. Mais Willy Kalengai, dites-moi, l'origine de la crise, elle est d'abord sécuritaire.
c'est une crise qui est liée à l'agression. Comment pensez-vous qu'on peut s'asseoir, parler de paix avec certains d'entre nous qui sont complices du mal? Lorsque vous avez des gens qui vont séjourner à Goma, c'est fort sécurisé à Goma. Ici, je pense au président sortant et à tous ses alliés qui créent, y compris un mouvement Sauvons le Rwanda au Congo, pour être ceux qui apparaissent pour que les pressions diminuent sur leurs parrains. Comment pensez-vous qu'on peut laver les linges sales en famille lorsque vous avez, y compris certains prêtres dans l'Église, disons les choses telles qu'elles sont, qui propagent de mensonges sur l'accord, y compris sur des choses qu'on n'a jamais signées. Et donc, il est important qu'en ces jours de mémoire, qu'on se rappelle ce parcours. Je crois qu'il n'y a pas un gouvernement qui s'est autant investi pour que la paix qui va arriver au terme de tous ces processus soit une paix durable, une paix définitive qui permettra d'éclore le potentiel de développement de notre pays. Alors, Patrick Mouyaya, qui s'en est pris violemment, si on reste dans le cadre verbal, hein, déjà, en tout cas, ses propos ont été d'une stridence quand même particulière, hein. C'était lors de la journée de mémoire Bunagana Uvira, organisée à Kinshasa, toujours par le gouvernement qui multiplie l'organisation des les différentes journées des mémoires, n'est-ce pas, en ce qui concerne ce qui se passe à l'est de la RDC. Donc, hier, le gouvernement a organisé cette journée de mémoire-là, Bunagana Uvira, c'est comme ça que le gouvernement l'a dénommé, journée de mémoire Bunagana Uvira, pour, selon les différents ministres, se rappeler, n'est-ce pas, de tout ce qui s'est passé de Bunagana à Uvira lors, n'est-ce pas, de la conquête de l'AFC M23. Et Patrick Mouyaya, lui aussi, dans ses propos, il en ressort vraiment beaucoup de leçons. Dans un premier temps, il dit, il confirme, parce qu'on a vraiment plusieurs de nos abonnés qui nous ont vraiment étiquetés, qui nous ont traités de ceci, cela, quand on était en train de parler, n'est-ce pas, du vouloir de Kinshasa qu'il y ait de négociations, des dialogues internes entre Congolais. Mouyaya, dans un premier temps, il confirme l'existence, n'est-ce pas, de dialogue entre Congolais. Dans un deuxième temps, Mouyaya précise que le président de la République est lui-même parmi le concepteur ou les promoteurs de ces dialogues entre Congolais. Donc, pour ceux qui étaient en train de dire que le président de la République ou le régime de Kinshasa n'a jamais voulu d'un dialogue ou n'a jamais voulu des négociations, ils ont tout faux puisque Mouyaya lui-même, la bouche autorisée du gouvernement, vient de les confirmer. Kinshasa veut le dialogue. Kinshasa a toujours voulu avoir de négociations avec différentes, n'est-ce pas, parties, différentes couches, aussi bien de la société civile que, n'est-ce pas, de l'opposition. Troisièmement, Patrick Mouyaya confirme cette fois qu'il y a une crise. Puisque Patrick Mouyaya, par le passé, il disait qu'il n'y avait pas de crise en République démocratique du Congo. Alors, je ne sais pas si la langue lui a fourché, je ne sais pas s'il s'est trompé, je ne sais pas s'il a eu un trou de mémoire ou simplement s'il a une mémoire qui flanche. Mais Patrick Mouyaya, il y a encore quelques mois ou semaines, il affirmait à corps et à cri qu'il n'y avait aucune crise au Congo pouvant nécessiter un dialogue. Mais là, il confirme qu'il y a une crise, mais qui a des origines sécuritaires. La rhétorique change. Donc, à l'époque, il n'y avait pas de crise. Aujourd'hui, il y a une crise, mais qui a des origines sécuritaires. Et que donc, pour Patrick Mouyaya, comme la crise a des origines sécuritaires, il est inadmissible de négocier ou de dialoguer avec toute personne qui a de, comment dirais-je, de rapprochement avec l'AFC M23. Voilà pourquoi il a cité, et c'est d'ailleurs ça le quatrième élément important à souligner à retenir dans cet élément. Il a souligné que le président, l'ancien président de la République, il n'a pas voulu citer son nom, mais tout le monde sait qu'il fait allusion à Joseph Kabila, puisque étant laissé l'ancien président de la République en vie, il a souligné que Joseph Kabila n'était pas le bienvenu
à ces dialogues-là. Donc, il est hors des questions pour le gouvernement congolais que Joseph Kabila participe à ces dialogues-là, simplement du fait que Joseph Kabila est à Goma, vit à Goma et s'est fait protéger, c'est ce qu'il a utilisé, s'est fait sécuriser par l'AFC M23. Voilà donc les 4 gros éléments qu'il faille souligner dans cette interview, dans ces propos de Patrick Mouyaya. Il y a crise, mais une crise qui a des origines sécuritaires. Il y a dialogue, il y aura dialogue parce que Kinshasa est parmi les promoteurs de ces dialogues-là. Kinshasa fait partie de ceux qui ont demandé ces dialogues-là. Dialogue, oui, mais sans Kabila. C'est ce que Mouyaya pense. Et donc, tous ces éléments-là font qu'aujourd'hui, on se demande où est-ce qu'on est en train d'aller. Si bien que ces dialogues-là qu'on veut inclusifs incluent certaines personnes simplement parce que elles vivent à Goma ou elles sont, n'est-ce pas, sous protection ou sécurisation de l'AFC M23. Donc, jusqu'à maintenant, c'est très difficile aujourd'hui de savoir si la machine progressera, de savoir s'il y aura vraiment un dialogue intercongolais inclusif, comme ce fut le cas lors de la réunification du pays au début des années 2000. Corneille Nangaa lui-même a dit que c'était impossible que l'AFC M23 se rende au dialogue à Kinshasa où le régime Félix Tshisekedi voudrait que ces dialogues-là puissent se tenir pendant qu'il y a de la persécution contre tous ceux qui développent, n'est-ce pas, une voie dissidente à celle, n'est-ce pas, du régime en place. Alors, on est en train de citer, très chers abonnés, puisque nous sommes toujours en train de parler de ces dialogues-là envisagés par différentes parties, ces dialogues entre Congolais afin de sortir la RDC de la crise qui la caractérise actuellement. Alain Ntundu, l'ancien bras droit en tout cas de Joseph Kabila, qui a été également bras droit de Mobutu Sese Seko pendant longtemps. Il a travaillé avec Mobutu, après il s'est cherché dans le régime de Laurent Désiré Kabila. Après, il est passé de Mobutu, Laurent Désiré Kabila par Joseph Kabila également, avec qui il a travaillé pendant 18 ans, mais qui aujourd'hui est maintenant au service de Félix Tshisekedi. Donc, il a déjà traversé quasiment tous les régimes et aujourd'hui, il se montre plutôt dur, très dur. Il s'est montré récemment très dur avec son ancien chef qu'il a d'ailleurs traité des Rwandais. Alain Ntundu qui a traité Joseph Kabila des Rwandais. Il a dit d'ailleurs que les pays étaient dirigés pendant 18 ans par un Rwandais, pendant que lui-même était au service de Joseph Kabila. Il jurait mordicus, protéger Joseph Kabila, protéger ses intérêts et lui prêter allégeance. Mais aujourd'hui, son arme a changé, n'est-ce pas, de destinataire, puisque aujourd'hui, maintenant, il s'attaque farouchement à Joseph Kabila, puisqu'il est au service de Félix Tshisekedi. Alors, qu'est-ce que l'ancien ambassadeur Alain Ntundu propose à l'heure actuelle, à l'heure où la crise fait rage en République démocratique du Congo? Il propose 2 voies de sortie des crises, 2 types de dialogues. Donc, un double dialogue. Dans un premier temps, il propose un dialogue militaire entre les FARDC, les commandements militaires entre les FARDC et les commandements militaires de l'AFC M23 et les Wazalendo. C'est ça, donc c'est le premier volet des dialogues qu'il propose. D'abord un dialogue militaire, FARDC, M23, Wazalendo, avec pour objectif l'étude de conditions d'intégration dans les FARDC et le sort des membres de groupes armés auteurs de viols et de crimes contre l'humanité. Donc c'est ça ce qu'il propose. Une tripartite, d'abord un dialogue, une tripartite militaire, un dialogue militaire entre les 3 différentes factions qui s'affrontent au jour le jour, les M23, le FARDC et le Wazalendo, avec, selon lui, pour finalité, savoir qui dans le M23 et le Wazalendo
est appelé à intégrer les forces armées de la République démocratique du Congo. C'est la première proposition de l'ambassadeur André Alain Atundu. Alors, on sait tous la position de l'AFC M23 quant à ce, en ce qui concerne cette position d'André Alain Atundu, puisque l'AFC M23 avait dit que c'est plutôt elle qui intégrera, disons, c'est elle, c'est à elle, c'est dans elle que les FRDC s'intégreront. Donc, l'AFCM 23 disait que c'est elle qui formera les FRDC et c'est elle qui, comment dirais-je, submergera le FRDC. Donc, ce sont pour l'AFCM 23, ce sont les FRDC qui viendront s'intégrer dans l'AFCM 23 et jamais le contraire. Donc, cette première proposition de Alain Atundu va complètement à l'encontre, disons, à l'opposition. Elle est équidistante à la position de l'AFC M23 qui est totalement contraire. Alors, dans un deuxième temps, ou le deuxième volet de dialogue, c'est un dialogue politique proposé toujours par André Alain Atundu. Un dialogue politique animé par des personnalités politiques qui devraient fixer des conditions d'intégration dans la vie démocratique, dans le respect de la Constitution. Donc, c'est ça le deuxième volet. Dans un premier temps, un volet militaire avec pour finalité un volet militaire, bien évidemment, une tripartite entre l'AFCM 23, les FRDC et le Ouazalendo, avec pour finalité l'intégration de certains militaires de ces différentes factions dans les FRDC. Et dans un deuxième temps, un dialogue maintenant politique avec pour finalité, n'est-ce pas, des conditions d'intégration dans la vie démocratique et dans le respect de la Constitution. Voilà ce que propose l'ambassadeur André Alain Atundu, l'ancien moboutiste d'abord, devenu kabiliste et aujourd'hui, n'est-ce pas, devenu tshisekédiste. Quelles sont ces deux propositions? Dites-nous si vous trouvez ces propositions suffisamment importantes, n'est-ce pas, pour sortir la RDC de la crise. Si vous trouvez ces formats de dialogue quasiment à double niveau, suffisamment efficaces, n'est-ce pas, pour sortir la RDC de la crise, mesdames et messieurs, ça en était tout pour cette session de décryptage sur Web Info Télévision, une session à laquelle vous avez vraiment eu un oreille regardant et un œil regardant, pardon, et des oreilles suffisamment pointées. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Nous disons merci à Faustin Mouyoua de nous avoir réalisé. Nous disons également à Web Info. Nous disons merci à Web Info de nous avoir accordé cet espace. Quant à nous, nous vous disons à très bientôt et à tout de suite.